France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, un club de BD avec Florence Dupré-Latour. Aujourd'hui, sororité, gémellité, la dessinatrice et autrice de bande dessinée poursuit sa série autobiographique, commencée avec Cruel, puis Pucelle. Elle publie aujourd'hui le tome 1 de Jumelles, intitulé Les Inséparables chez Dargaud, où elle nous parle du monde de l'enfance, de la construction du moi, dans un univers où le jeu n'existe pas. Un récit tragicomique, un trait unique, une couleur aquarelle, un humour sans pareil. Florence Dupré-Latour est aujourd'hui l'invitée de Bienvenue au Club. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Laura Dutache-Pérez. Bienvenue à Sacha Mattei qui nous a rejoint et un énorme merci à Joseph Julien, stagiaire en chef de cette émission depuis la rentrée, qui nous a quittés pour retrouver ses études. À la réalisation, Félicie Faugère avec Étienne Rouche à la technique. Et bonjour à vous, Florence Dupré-Latour. Bonjour. Bonjour. Jumelles. Pourquoi avoir cherché à raconter la singularité de cette relation, à la fois fusionnelle et solitaire, rivale aussi de temps en temps, non ? Eh bien, je reprendrai les mots de Fabrice No, qui est un auteur qui travaille l'autobiographie depuis longtemps et qui explique, comme je pourrais le faire, que c'est une nécessité. Le passage par l'autobiographie ? Oui, le fait en tout cas d'embrasser cette, je ne vais pas parler d'un genre, mais cette écriture-là. Pourquoi une nécessité ? Sinon, vous étiez comme freiné, arrêté quelque part. Il fallait passer par cela pour libérer d'autres récits. J'étais retenue vers l'arrière par des souvenirs qui incessamment revenaient sur le devant de la scène. Et j'avais besoin de les faire passer à l'arrière-plan en les transformant par l'écriture et par l'écriture humoristique. Ouais, de votre scène imaginaire, en fait. En retournant à l'enfance, vous refaites le film, en réalité. Absolument. Ouais. C'est une autre narration et qui passe par la transformation. Jumelles, donc, vous et votre sœur. Petite, vous considériez l'une et l'autre, tous les autres, y compris vos parents, comme des intrus. Et vous le racontez dans ce premier tome de Jumelles, publié chez Dargaud. Vous avez poussé dans le même œuf, vous avez vécu au même endroit. Vous avez d'abord habité en Argentine, puis vous êtes retourné en France, dans la région de Troyes, puis en Guadeloupe, puis à Lyon, à l'âge de 16 ans. Vous avez reçu la même éducation, toutes les deux cathos, filles d'expatriés. Et pourtant, face à la vie, vous vous êtes révélées parfois très différentes. Comment l'expliquer ? Alors, il y a un livre d'un monsieur qui s'appelle Zazo, qui s'intitule « Les jumeaux, le couple et la personne », et qui répond à cette question. C'est-à-dire qu'on considère souvent les jumeaux comme une entité unique, et les jumeaux eux-mêmes se considèrent comme tels. Et les autres vous traitent comme tels, ou vous regardent comme tels. Bien sûr, nous regardent comme tels, ce qui est un grand plaisir. Hein. On est très réconforté par ça quand on est jumeaux ou jumelles. C'est une force, d'ailleurs, mais c'est aussi une faiblesse, puisque n'étant pas considérés comme une seule personne, eh bien, la confusion s'installe. La confusion et la difficulté à se séparer. La confusion, elle réside où ? Dans le « qui suis-je » en fait ? Dans le « qui suis-je », c'est une question très contemporaine. La jeunesse s'y colle particulièrement en ce moment. À tout âge. Hein. À tout âge, bien sûr. Mais cette question « qui suis-je », elle est plus intense chez les jumeaux et les jumelles, parce que les limites de soi ne sont pas très claires et pas très définies. Qui suis-je à l'intérieur de ce couple ? Suis-je elle ? Suis-je moi ? Est-ce que mes parents nous ont interchangés ? Nous étions des jumelles monozygotes, on se ressemblait énormément avec ma sœur jumelle. C'est-à-dire, pour être plus précise, que jusqu'à 7 ans, je ne sais pas où je suis sur les photos de famille. Qui suis-je ? Est-ce que je suis Bénédicte ? Mes parents se sont peut-être trompés. Et surtout, d'où viens-je ? Puisque un enfant qui est issu de ses parents vient d'un seul œuf, alors que des jumeaux se sont auto-générés. Qui a été le premier ou la première, et on a un rapport qui est différent avec la filiation. Oui, déjà dans le ventre, c'est une histoire de dévoration, en fait. Hein. Absolument, absolument. Ouais.
ce qui est assez singulier. Et à cette question qui suis-je, est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui une réponse plus simple ou en tout cas plus complète en vous? Qui êtes-vous en fait, Florence Dupré-Latour? Alors je pense pas qu'on puisse répondre à cette question-là. Pourtant j'ai cherché. Je crois que je suis quelqu'un en devenir, toujours. Et je préfère, si on doit parler ponctuation, je préfère être un point d'interrogation ou des points de suspension qu'un point final. Trois Donc, petits points, ou trois peut-être petits points, aussi. oui. Ouais. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu unique? Je dirais que c'était là dès le début, mais je ne voulais pas y croire, je ne voulais pas aller vers cette singularité, parce que la fusion gémellaire me convenait parfaitement. Je voyais dans le visage de ma sœur mon propre visage. Mon projet était de la faire rire, et donc de rire avec elle, et de rester avec elle, parce que les jumeaux, quand ils sont face au monde, ils ont une force gigantesque, c'est celle de ne pas être seuls, de ne jamais avoir été seuls, en réalité. Oui, c'est une construction en miroir, en fait. C'est que une vous construction en racontez aussi miroir, dans ce absolument. tome 1. Donc, on aura la surprise du tome 2, de savoir ce qui s'est passé après, et notamment où vous en êtes aujourd'hui de cette relation. Comment elle évolue? Comment on grandit avec cette gémellité, finalement? Alors, on grandit, je pense, chez tous les couples de jumeaux, on va retrouver une disparité, un déséquilibre, avec l'un qui s'en sort mieux que l'autre, l'une qui réussit à partir et l'autre qui veut absolument rester. Et tout ça, on va dire, dans un désir très très fort d'équilibre, ce qui n'arrive jamais. Même aujourd'hui, j'ai ce désir d'équilibre. Quand j'achète quelque chose, j'achète la même chose pour l'appartement de ma sœur. Il faut qu'on ait une sorte d'équilibre parfait. C'est une recherche esthétique. Ça, c'est fou. Aujourd'hui encore. Oui. Ouais. Après la fusion, la dissonance, ou en tout cas les premières dissonances, vous racontez cette presque rupture comme dans un couple, avec votre sœur Bénédicte, ce moment où le « on » s'était mué en « non ». La honte, indicible que vous avez éprouvé à ce moment-là, le sentiment d'avoir été exclu du paradis, de la gémellité. Qu'est-ce qui a été le choc, ce moment de rupture, cette prise de conscience en réalité que vous étiez deux? Eh bien, c'est quand ma sœur jumelle me dit non. Nous jouions à un jeu auquel jouent souvent les enfants quand ils sont petits. On appelle ça touche pipi. On jouait au jeu de la petite graine. Donc, on simulait des actes sexuels, mais vraiment de manière extrêmement innocente. Et un jour, j'ai un petit peu grandi. C'est un an plus tard. On devait avoir 6 ans quand on jouait à ça. Un an plus tard, je veux refaire la petite graine avec ma sœur, et elle me dit non. Elle me dit non, c'est un non tout simple, il se passe en même temps rien, et c'est une catastrophe intérieure gigantesque, parce que pour la première fois, elle se singularise, elle ne veut pas faire quelque chose avec moi. Et cette chose, en plus, c'est un acte dont je comprends la portée, c'est-à-dire le tabou, un double tabou, celui de l'inceste et celui de l'homosexualité. Donc, en plus du non, c'est un bouleversement très important qui m'attend avec ce non. Elle vous a raconté, elle vous a expliqué depuis ce refus, vous avez compris pourquoi? Elle avait peut-être compris avant vous? Nous n'en avons jamais reparlé. Peut-être après la bande dessinée? Peut-être pas. Il y a chez les jumeaux un silence. J'ai beaucoup d'amis jumeaux. Un silence tacite. C'est-à-dire qu'on se comprend. On veut se comprendre sans les mots, parce que si l'on parle, on prend le risque de ne pas être d'accord. Et en même temps, c'est ce qui fait la force de cette bande dessinée, c'est cette démarche que vous avez eue, d'un jour ou l'autre vous saisir de ce médium, de cet art, du 9e art, pour raconter ce que vous appelez, ou vous nommez être l'indicible. Et on comprend tout ça. On va y revenir, mais juste encore une question sur ce rapport à la féminité, que vous avez quand même aussi développé avec votre sœur, l'une et l'autre, mais, et c'est déjà présent dans ce cycle autobiographique, notamment dans Pucelle. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas devenue comme votre mère, c'est-à-dire une mère de famille bien rangée? C'était votre crainte, enfant déjà, en tout cas. Vous racontez dans Jumelles l'angoisse de vos premières règles. L'arrivée de mes premières règles confirmait la pire de mes craintes. Je n'étais pas un garçon, je ne veux pas être une fille. Allais-je devenir Barbie ou pire, maman?
Oui, bien sûr. J'étais très angoissée par l'image de la femme. J'avais deux images de la femme qui me venaient à l'esprit, celle qui était très sexualisée, donc Barbie, ou celle qui était domestiquée, ma mère, qui faisait tout à la maison et qui n'avait pas de valeur parce elle ne rapportait pas d'argent. Et ça, je l'avais très très bien compris et très vite, très jeune. Ensuite, pour donner un peu plus de complexité à la chose, dans le couple gémellaire, je me considérais comme étant le garçon de notre couple. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc, arriver à la puberté, me rendre compte que ce grand projet n'allait pas être possible, puisque mon corps me trahissait, ça a été un immense drame pour moi. Que vous avez géré comment? Déjà à ce moment-là par le dessin? Oui, oui, par l'expression d'un malaise qui passait par le dessin, en effet. En effet, c'était un langage secret. Il y a un souvenir ambivalent de l'enfance qu'on retrouve dans chacune de vos planches, Florence Dupré-Latour. Vous êtes loin de l'image d'Épinal du temps de l'innocence. Vous en dépeignez aussi les cruautés, ça c'est le cas notamment dans Cruel, et les angoisses, toutes ces petites boules noires très serrées qu'on peut voir aussi dans Pucelle et qu'on retrouve indirectement dans Jumelles. L'enfance, c'est pas un territoire unique, un territoire parfait, un territoire monochrome en réalité. C'est un territoire très ambivalent. Et comme j'aime l'ambivalence, je travaille notamment le ton de mes bandes dessinées en étant toujours dans un grand écart entre le tragique et le comique, donc l'ambivalence également. Et l'enfance, elle n'est pas blanche ou noire, et c'est ce qui m'intéresse justement dans ce temps de la vie. Et au fil de ce cycle que vous avez ouvert avec Cruel, puis Pucelle et aujourd'hui Jumelles, vous avez ajouté de la couleur, vous avez ouvert votre répertoire, votre gamme chromatique s'est élargie et presque aussi vivifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée du plus simple au plus complexe. J'ai commencé Cruel en noir et blanc, puis Pucelle avec des gammes de rouge et de rose. Et là, je termine par l'histoire qui me semble la plus difficile à raconter pour moi, et donc plus complexe, plus riche peut-être, c'est la gémellité. Oui, mais pas triste, pas seulement triste, loin de là, au contraire. Loin de là, j'espère. La couleur raconte plein de moments heureux, et il y a cet humour aussi qui enrobe le propos, tout comme ces souvenirs flottants, vous les enrobez d'un trait flottant. Vos deux héroïnes, en fait, les jumelles, vous, Florence et Bénédicte, elles ne sont jamais dessinées avec un trait très précis. Justement, il n'y a pas de surféminité non plus dans votre manière de décrire, de dessiner cette enfance au féminin. Pourquoi? Alors, on va parler dessin. J'ai conscience d'avoir un trait qui est mouvant. Un dessin qui change. Alors moi, je dis flottant, vous dites mouvant. Oui, oui, Ouais. oui. Mais qui peut être considéré comme flottant aussi. Parce que la gémellité, étant donné que j'ai du mal, et je pense que tous les jumeaux pourront en témoigner, à savoir qui vraiment je suis dans ce couple, me rend flou. J'ai le sentiment de ne pas avoir de limites très claires, très définies dans ma structure mentale. Et donc le dessin retranscrit ces sensations. Et en ça, le dessin est beaucoup plus autobiographique que tout ce que je peux raconter de mes souvenirs. Oui, comme un miroir déformant. Voilà. On en revient à cette image du miroir. Voilà, pour le coup. il parle de moi. Ouais, il réellement. parle de vous sans vous renvoyer une image exacte de ce que vous avez vécu. Tout à fait. C'est ça. Ni de la précision de vos souvenirs, en fait. En plus, Parce que c'est un matériau fragile aussi, le souvenir. C'est un matériau très fragile. Je me suis demandé pourquoi j'étais obsédée par l'autobiographie également. Je crois que et la bande dessinée. Et je pense que c'est en consultant petite. Ma mère était très très bonne photographe et elle faisait elle compilait des photos. Et en regardant des albums photos, je pense que ça a été pour moi mon premier rapport à la bande dessinée, à la narration elliptique et au fonctionnement de la mémoire qui fonctionne de la même façon. Vous avez ouvert un cycle autobiographique il y a 7 ans avec Cruel où vous exploriez notamment votre relation parfois tyrannique aux animaux. Puis Pucelle où vous reveniez sur votre rapport tabou, jeune fille, à la sexualité, puberté, masturbation jusqu'à la chose. Et ces pathologies, peut-être le harcèlement, la pornographie, on en reparlera, est-ce qu'on peut le considérer comme tel? C'était une sorte de zizi sexuel façon ZEP mais au féminin et peut-être aussi un peu plus frontal quand vous passiez du tome 1 au tome 2, de la débutante à la confirmée. La philosophe Camille Froidevaux, qui a fait paraître récemment un premier roman à la rentrée dernière, évoque les mots tabous et salue, vous allez voir indirectement, votre démarche.
C'est très important de dire les mots qui sont les mots de nos vies, voilà. De dire clitoris, de dire postpartum, de dire tranché, de dire utérus, de dire fausse couche. Toutes ces expériences vécues que les femmes ont dû endurer dans la honte et la dissimulation, toutes ces expériences vécues aussi dont on voudrait qu'elles demeurent invisibles pour que finalement, d'une certaine façon, les femmes continuent d'être dans la situation de minoration et de subordination qui est la leur. Donc d'avoir ce courage, comme le font tant de jeunes autrices aujourd'hui, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, de se saisir de ce champ rhétorique du corps féminin, c'est très important. Et on salue souvent l'imagination des parents dans des familles peut-être plus conservatrices, plus catho aussi, à inventer tout un répertoire pour ne jamais réellement, directement nommer et dire ces mots tabous du corps féminin. Vous avez été confronté à ça, vous le racontez aussi. Alors avant, vous disiez la chose, aujourd'hui, vous dites quoi ? J'ai encore un rapport compliqué avec la sexualité, avec le fait d'en parler. C'est sans doute pour cette raison que je me suis attelée à la tâche de la représenter parfois, de manière variée d'ailleurs, avec humour ou avec beaucoup de sérieux, dans un album qui s'appelle Carnage. Mais je pense que j'ai encore des scories de cette éducation. Je n'arrive pas à m'en soigner complètement. Mais c'était peut-être aussi une manière de vous protéger. Bien sûr. De la part des parents à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. Et leur propre difficulté à eux-mêmes peut-être nommer cela, nommer la chose, nommer tout ce qui tourne autour du corps. Oui, mes parents viennent de très loin. Donc, pour eux, c'était déjà une avancée que de m'en parler de manière très solennelle, en me faisant venir dans le salon pour une discussion sérieuse. Sans votre sœur. Sans ma sœur. Mais ce dont je me souviens, ça n'était absolument pas du contenu de ce qui avait été dit lors de cette discussion sérieuse, mais de la gêne qu'avaient pu avoir mes parents. Et cette gêne signifiait que ce dont on m'avait parlé serait peut-être dangereux. Aujourd'hui, vous pensez que c'est important, comme le dit Camille Froide-Vaumétry, de mettre des mots sur tout ça et peut-être aussi de le représenter comme vous le faites à travers vos bandes dessinées? Ah oui, bien sûr, j'adore cette autrice, elle a fait un super essai sur les seins notamment. C'est absolument indispensable de nommer. Ce que l'on ne nomme pas n'existe pas. De nommer ou de représenter? Ou de représenter, oui. Ouais. Ce que vous faites aussi à votre manière, Florence Dupré-Latour. Alors Yad Satouf, l'un de vos camarades de bande dessinée, qui vient d'être sacré Grand Prix au dernier Festival international de la bande dessinée à Angoulême, il est revenu aussi sur son enfance et sur son adolescence, notamment dans l'Arabe du futur. Il a aussi entrepris cette démarche autobiographique. C'est peut-être le propre d'une génération aussi d'auteurs de bande dessinée d'oser affronter ces questions-là. Mais est-ce qu'il y a un risque, à vos yeux, aujourd'hui, à s'exposer en allant sur cette veine intime, cette veine plus personnelle ? Il y a toujours un risque, tout dépend du ton qu'on prend, je crois. C'est un exercice qui n'est pas évident parce qu'on va dire des choses qui peuvent blesser l'entourage et qui sera toujours blessé, puisque lorsqu'on dessine, on réduit, forcément. On réduit un visage, on réduit un corps, on réduit des propos. Et c'est jamais agréable de se faire bonomifier, si je puis m'exprimer ainsi. Donc oui, il y a un risque. Mais je pense que le risque principal pour un auteur ou une autrice, c'est de faire un mauvais livre. Ça, c'est risqué, oui. Oui, très. Et qu'est-ce qui fait un bon livre ? Je n'ai pas la recette. Si, j'ai la recette. C'est l'écoute. L'écoute de la musique intérieure qu'on peut trouver de temps en temps et qui, je parlais de ton, mais la recherche de l'écriture, c'est une recherche musicale. Et quand on a trouvé cette petite musique, eh bien, on s'y accroche et on écrit. Alors il y a le quoi dire et il y a le comment le dire, et l'affaire Bastien Vivès qui a beaucoup agité les débats, et notamment à Angoulême cette année encore, nous le rappelle. Avec Carnage, l'un de vos précédents albums, Florence Dupré-Latour, aux sources de la pornographie, vous êtes autorisée à aborder la question du fantasme. Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça passe ? Est-ce qu'il faut, pour l'aborder clairement, décaler, marquer la différence entre le réel et la fiction, et peut-être faire aussi un peu son examen moral en dessinant, en représentant? Oui, alors avec Carnage, j'ai surtout représenté des fantasmes masculins, puisque j'ai regardé de la pornographie de manière assez addictive pendant longtemps. Ça m'a dégoûtée.
Mais je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ce spectacle violent. Et il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai fait des grands dessins, au fusain notamment. Et c'est une critique de ce que je regardais, puisque le titre Carnage résume assez bien l'ensemble. C'est une critique des fantasmes masculins, mais je n'ai pas encore tout à fait abordé, j'ai commencé à le faire, la représentation de mes propres fantasmes, parce que c'est un exercice très très difficile. Pourquoi ? C'est parce que la question du fantasme, elle se pose de cette manière-là. D'où viennent-ils ? D'où viennent-ils ? Je n'ai pas une réponse satisfaisante à donner. Est-ce qu'ils proviennent de ce qu'on a pu voir ou lire ? Ou est-ce qu'ils proviennent de ce qu'on a pu vivre ? De nos traumatismes notamment. D'où viennent-ils et qu'est-ce qu'ils disent de nous ? Et qu'est-ce qu'ils disent de nous ? Florence Dupré-Latour, autrice et dessinatrice de bande dessinée, est avec nous aujourd'hui sur France Culture, dans Bienvenue au Club, pour Jumelles inséparables. C'est le tome 1 qui vient de paraître chez Dargaud. Il est 12h23. C'est King Jah. Écoute celle-là, man. Écoute bien ce son, c'est pour les gens qui s'énervent. Les caractériels chez moi, ça finit en minerve. Ton caca nerveux a tué le sense of humor. T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort. Écoute bien ce son, c'est pour les gens qui s'énervent. Les caractériels chez moi, ça finit en minerve. Ton caca nerveux a tué le sense of humor. T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort. J'étais à la supérette en train de faire mes courses et il y avait une longue queue de 3 km, man. Et il y avait une petite dame devant moi. Et devant elle, une espèce de connard qui lançait déjà des mauvaises vibes, man. Et là, il y a une autre caisse qui se libère. Alors la petite dame, elle y va, il commence à lui gueuler dessus. C'est à moi, c'est mon tour, t'as compris. Alors je lui dis, oh doucement, man. Un mal élevé, man. Écoute bien ce son, c'est pour les gens qui s'énervent. Les caractériels chez moi, ça finit en minerve. Ton caca nerveux a tué le sense of humor. T'as tué l'ambiance et tout le monde t'en veut à mort. Écoute bien ce son, c'est pour les gens qui s'énervent. Ils sont nés dans les années 2000, peut-être influencés par le groupe Zebda. Extrait de Florence. Alors c'est le dernier album de Stupéflip. Oui, vous êtes super forte. Et tels qu'ils sont. Et le dernier album s'appelle Stup Forever. Il est paru en septembre dernier. Ça, c'est un groupe qui vous a fait vibrer. Ah, moi, je suis plus que fan. J'avais jamais été fan de personne. C'est-à-dire vraiment être complètement... vivre une passion pour un artiste. Et quand je les ai découverts en 2010, ça a été une plongée dans leur univers exceptionnel pour moi. C'est 3 Français, Julien Barthélémy, Ouais. Stéphane Bélanger et Jean-Paul Michel, avec des musiques qui brassent tous les styles, aussi, tous les gens, on l'entend. Avec Louison, Coco et d'autres, vous avez participé, vous, Florence Dupré-Latour, à l'expo Rock Pop Wiz, quand la BD manque le son, qui se tient actuellement, et ce sera jusqu'au 31 décembre, à Angoulême. Quelle rockstar ou popstar vous avez choisi de faire danser ? J'ai choisi Donna Summer, bien sûr. Et pourquoi ? Ça, c'est une autre passion ? Oui, j'aime beaucoup Donna Summer. Et puis, on devait la représenter en cinéma d'animation. Ouais. Et elle danse d'une manière très particulière, en faisant bouger ses bras. Et c'est assez unique à regarder. Donc, en tant que dessinatrice, j'ai pris beaucoup de plaisir à la représenter et à la faire bouger. Ouais. Le palmarès d'Angoulême, il a montré aussi la diversité des écritures aujourd'hui en bande dessinée. C'est assez frappant par rapport à la bande dessinée d'il y a 30, 40 ans encore. Et il a aussi consacré ce palmarès, le travail des maisons d'édition indépendantes. Est-ce que vous êtes-vous frappé, stimulé par cette richesse narrative qu'il y a autour de vous ? Est-ce que parfois ça vous perd, au contraire, en vous disant qu'il faut en permanence réinventer ? Ou est-ce que ça vous nourrit ? Ah, mais c'est ce que je préfère, ça me nourrit, évidemment. Aller dans la bulle des indépendants à Angoulême, c'est extraordinaire. Donc je suis absolument ravie que, par exemple, Anouk Ricard ait remporté un prix. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail d'Anouk Ricard, c'est à découvrir. C'est tellement décalé ce qu'elle fait, c'est vraiment indescriptible. Et puis, vous avez Martin Panchaud, qui a sorti un album absolument troublant, étonnant. Qui a eu le Fauve d'Or. Qui a eu le Fauve d'Or, bien sûr, qui a fait un peu grincer des dents, puisque certaines personnes se disent, mais alors, c'est pas du dessin.
puisque les représentations sont très, très, très minimalistes. On a des ronds pour représenter les personnages, et moi je trouve que ça ne nuit absolument pas à la narration, bien au contraire, ça pousse à l'imaginaire. Mais c'est quoi du dessin en fait? Du dessin, c'est dès qu'on prend un crayon et qu'on écrit, c'est du dessin. C'est du dessin. C'est du dessin. Ouais. Donc non, je suis très stimulée par l'édition alternative. Vous avez dit un jour qu'il n'y a pas mieux que la BD pour raconter l'indicible, on l'évoquait tout à l'heure. Une manière de refaire le film de votre enfance aussi, ça a été pour vous d'adopter cette langue étrangère dont vous avez fait peut-être votre deuxième langue maternelle, une sorte de cocon, une sorte de refuge. Dans le deuxième tome de Pucelle, vous développez cette idée d'un langage secret grâce au dessin. Aujourd'hui, quelle langue dans votre univers linguistique le dessin représente-t-il à sa manière? Mais toujours mon langage secret, toujours cette manière d'exprimer ce que je ne retrouve pas dans le roman, dans la psychanalyse notamment, qui est verbale. C'est un outil qui permet de raconter immédiatement. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer du temps à lire une phrase, on va voir un dessin et le comprendre tout de suite. Et vous continuez à le pratiquer en solitaire? Toujours. Hein. C'est vrai? Toujours. Mais pour les autres? J'ai besoin de beaucoup de solitude, oui. Ou pour vous-même? Les deux. Les deux? Alors on peut se procurer Jumelles, tome 1, inséparable en attendant le deuxième. C'est chez Dargaud. Merci mille fois à vous, Florence Dupré-Latour, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.